Donc cette première matinée, donc on va parcourir la Corse du sud au nord, donc sur les traces des plus anciennes architectures fortifiées. Avec une première communication chorale qui pose un état des connaissances, donc à la faveur de relecture de sites anciennement étudiés et de nouvelles opérations archéologiques, donc notamment le site de Tavera, de Filitosa, qui seront présentés par la suite. Donc la première communication, Florian Soula, archéologue à l'INRAP, donc docteur en archéologie et spécialiste du mégalithisme corso-sarde. Donc c'est à toi. Alors je vais essayer de faire pas trop long, même si ça risque de dépasser un petit peu, mais je vais faire de mon mieux. Tu as gagné quelques minutes. Super, merci beaucoup. Je vais essayer de les laisser pour les suivants aussi. Alors c'est une communication effectivement groupée, on va dire, avec tous les acteurs qui travaillent actuellement sur l'île, sur les sites fortifiés de la protohistoire, donc de l'âge du bronze et surtout du premier âge du fer. Donc voilà, on a voulu faire quelque chose de très commun pour montrer qu'il y a... Pardon ? Ah, je suis devant. En plus, c'est pas mon meilleur profil. Donc voilà, on a essayé de regrouper tous les acteurs travaillant sur ces fortifications. Donc la transition entre néolithique et âge du bronze est marquée en Méditerranée par la combinaison de différents changements technologiques, économiques et sociaux qui s'accompagnent dans certaines régions de l'émergence d'un phénomène de fortification des sites avec un retranchement ou perchement des occupations sur les reliefs plus ou moins littoraux et dans les principales vallées. Si en Méditerranée et tout particulièrement sur le continent, un phénomène d'enclosure, de protection des sites d'habitat est détecté dès le néolithique moyen, au cours du 5e millénaire avant notre ère. Les données actuellement disponibles en Corse permettent d'identifier un signal similaire, discret et progressif, au cours du néolithique récent, surtout du néolithique final, soit entre le 4e millénaire et la fin du 3e millénaire avant notre ère. Donc, malgré la diversité des contextes, qu'ils soient environnemental, architectural, social, économique ou encore culturel, des tendances et des phases sont identifiables en Méditerranée au cours des 3 derniers millénaires avant notre ère. La Méditerranée est particulièrement marquée au cours du second millénaire par le développement et la densification de réseaux d'échanges et commerciaux. Avec l'apparition de cités-États, par des migrations, ou du moins une mobilité grandissante des différents peuples méditerranéens, l'apparition de la piraterie, etc. Il s'agit donc d'un contexte global qui est relativement bouillonnant, dans lequel ces fortifications semblent voir le jour. Le phénomène de fortification, dont la genèse est donc à rechercher sur tout le pourtour méditerranéen dès le néolithique, avec les sites enclos, perchés ou encore barrés, est bien plus marqué dans ses expressions de l'âge du bronze sur la bordure littorale qu'à l'intérieur des terres. De fait, l'apparition des fortifications ne semble rester que ponctuelle dans les terres et vraisemblablement liée à des réseaux d'échanges qui pénètrent plus profondément dans les territoires continentaux. Leurs formes sont aussi en règle générale plus légères et l'on ne voit pas ou rarement d'imposantes fortifications en pierre comme on les retrouve en Corse, en Sardaigne ou encore en Espagne. Après le fort développement de véritables réseaux de sites fortifiés, un collapse ou un effondrement est avancé par les hypothèses actuelles. Il est identifiable tout particulièrement à la fin de l'âge du bronze, moment où, semble-t-il, les guerres et conflits se généralisent à la Méditerranée orientale et centrale et impactent la Méditerranée occidentale. Cependant, les fortifications préexistent à ce moment de bascule. Elles ne sont donc pas directement motivées par des conflits de grande ampleur, mais peut-être plus par une nécessité de se protéger localement alors que les réseaux d'échange se densifient et s'orientent vers les besoins grandissants, notamment en nouvelles matières premières. Et tout particulièrement, c'est quelque chose que je pense de plus en plus, vers l'acquisition de matières premières pour la métallurgie. Mais on en parlera tout à l'heure. Il est donc aisé et justifié de voir dans ces données les signes
d'instabilité, de conflits, voire de guerre, mais d'autres facteurs doivent être envisagés, d'autres points de vue abordés afin de compléter une vision qui tend aujourd'hui à s'affiner grâce à l'interdisciplinarité des recherches passées et présentes. Ce sont par exemple aussi des bouleversements environnementaux que l'on commence à détecter de mieux en mieux qui pourraient avoir précipité la chute de cités très orientées vers le maritime. C'est notamment le cas des hypothèses concernant la chute de la ville de Mycène. En Corse, tout particulièrement dans le sud de l'île, on distingue plusieurs paliers de l'organisation des sites dans leur territoire. Dès la fin du Néolithique et au Bronze ancien, de nombreux sites sont fréquentés ou occupés sur ces positions géographiquement dominantes, mais c'est surtout au Bronze moyen que le nombre de sites semble se multiplier. Par la suite, entre la fin du Bronze moyen et le Bronze final, des événements semblent provoquer une profonde réorganisation des sites, avec l'abandon d'un grand nombre d'entre eux et le développement plus important de certains, souvent ceux qui sont le plus perchés, sur des positions très escarpées. Il pourrait s'agir du signe de l'effondrement de l'organisation socio-économique visible à l'échelle de la Méditerranée et impactant l'organisation des groupes humains en Corse dans leur territoire qui, vraisemblablement, se restructurent d'une manière sensiblement différente. Ce sont actuellement 179 sites fortifiés qui sont recensés dans l'île pour l'âge du bronze, dont 50 dotés ou probablement dotés d'une ou de plusieurs tores. Ils sont majoritairement concentrés dans le sud de l'île. Une évolution spécifique se distingue au cours du premier âge du fer, avec la perduration parfois observée des occupations. Cela pose la question d'un héritage territorial, social et économique, potentiellement lié au rôle et fonctions de ces sites. Les sites fortifiés qui sont recensés dans l'île pour le premier âge du fer sont très rares et semblent déjà ne plus appartenir au même phénomène. Ils font probablement partie d'une phase de transition vers le second âge du fer. Même si on peut mentionner quelques signalements de sites au XIXe et durant la première moitié du XXe siècle, c'est avec la venue en Corse de Roger Grosjean, au milieu des années 50, que naît la problématique d'étude des habitats fortifiés de l'âge du bronze insulaire. Très vite, il multiplie les travaux et définit le concept de civilisation tauréenne. Celui-ci, calqué sur le modèle de la civilisation nuragique sarde, renvoie aux sociétés du second millénaire du sud de la Corse et à une invasion de l'île par un groupe, les Chardanes, issus de la célèbre coalition des peuples de la mer, qui sont bien documentés dans les archives égyptiennes des XIIe et XIIIe et XIIe siècles avant notre ère. L'identification de ces envahisseurs repose alors essentiellement sur les concordances iconographiques constatées entre certaines statues menhirs corses et les représentations de Chardanes des fresques ramessides. Afin de se défendre, les indigènes auraient transformé leur habitat en petites forteresses, les castedi o castelli, au singulier castedo o castello. Ces dernières, une fois conquises par les Chardanes, auraient été réaménagées, notamment par l'adjonction de tores, donc des tours en pierre, le plus souvent, des constructions donc turiformes, volumineuses, dans lesquelles Roger Grosjean voyait des temples ou des tombes. Cette vague d'édification justifie pour ce chercheur la création de l'étonyme tauréen pour désigner cette peuplade exogène désormais installée durablement et qui finira par être absorbée par le substrat local. Des travaux importants venant illustrer ce point de vue sont notamment réalisés à Filitosa, à Foce et Balestre, à Cucuruz, à Alobizulge, à Araggio, à Ceccia et à Tappa. Donc des castedi qui sont parmi les plus imposants du sud de la Corse. Cette vision historico-archéologique sera abandonnée à partir de la fin des années 70, suite au décès de son instigateur, mais aussi et surtout grâce à l'apport d'une nouvelle génération de chercheurs dont les problématiques restent polarisées sur l'habitat fortifié. Dans le sud de la Corse, Joseph Cesari, qui fouille à Castelluccio Calzola, à Calanchi, Castiglione di Terrabella, Contorba et Castidetta Pozzone, également Paul Nebbia à Castidaccio et Castidetta Pozzone, et enfin, François de Lanfranc, qui à Cucuruz, à Capula et à Tuzio, propose des approches plus rigoureuses basées sur la description des vestiges et leur interprétation résolument autochtoniste, fondée sur un développement local des communautés insulaires, soumises à des degrés de tradition, d'innovation et d'intégration d'éléments exogènes variables en fonction des époques.
Dans ce cadre, les réflexions apportées entre 1969 et 1990 par Gérard Bayou et Gabriel Camps viennent compléter une perception d'ensemble largement affinée. Dans le même temps, Michel Claude Weiss à Montéhort, ou Françoise Lorenz à Prat, ou Jacques Magdelaine et Jean-Claude Ottaviani à Rouzoumine explorent le centre et le nord de l'île, mettant en évidence à la fois des ressemblances et des divergences avec les vallées méridionales. Donc, le changement de millénaire est marqué par un ralentissement des recherches sur l'habitat fortifié, essentiellement contrebalancé par un attrait nouveau pour les autres manifestations architecturales domestiques comme l'habitat ouvert. Si le développement local de l'archéologie préventive n'est pas du tout étranger à cette tendance, il reste cependant limité par rapport aux acquis des chantiers de fouilles programmés importants, comme ceux notamment de Campus Stefano et de Cucciurpula. Un nouveau virage est amorcé autour de 2015 avec un retour sur le devant de la scène des recherches sur les castedi. On voit en effet alors se multiplier les chantiers d'archéologie programmés sur ce type d'habitat, sous la direction notamment donc, de Hélène Paolini Saez à Castedi et Montiliator, sous la direction de Jean Sicurani à Castiglione et di Omuzzoc, sous la direction de Kevin Pesce-Chilichini à Montibarbat, Tutapa et Filitosa. Et enfin, sous ma propre direction et celle de Laura Manca au Castello di Coscia. L'apport de l'archéologie préventive devient alors indéniable, tant d'ailleurs pour l'habitat fortifié que pour les implantations non défensives. Ces programmes se caractérisent souvent par une approche systémique, contextuelle et paléo-environnementale. Pour la première fois en Corse, l'ensemble des données produites fait l'objet d'études spécialisées et d'une mise en perspective à plusieurs échelles. La thèse de Sylvain Mazet et certains travaux de Kevin Pesce-Chilichini sur le sujet permettent également de poser des bases à l'échelle insulaire sur le phénomène. Les architectures et l'organisation fonctionnelle des espaces fortifiés protohistoriques de l'île n'ont rien à envier aux fortifications antiques ou médiévales. Avec la Corse, les très nombreux exemples sardes montrent également que des plans défensifs sont mis en place dès l'âge du bronze avec une complexité, une technicité architecturale qui doit être considérée comme à l'origine de ce qui se pratiquera pendant des millénaires. Les sites sont fréquemment constitués d'entrées aménagées, surélevées dans l'enceinte, étroites ou en chicane, des murailles associant les rochers affleurants, les murs d'enceinte, courtines, chemins de ronde, etc. L'espace interne des fortifications, parfois divisé en plusieurs niveaux pouvant être protégés séparément, les uns des autres, accueillent tout un cortège de terrasses, d'abris sous roche, de structures domestiques, d'espaces de circulation, des portes, des passages à étranglement, des escaliers. Ce sont des architectures très complexes. Le sommet des espaces fortifiés, parfois composés de bastions, de tours en pierre ou en matériaux mixtes, peuvent fréquemment ressembler aux donjons des châteaux médiévaux. C'est notamment le cas de nombreux sites en Sardaigne qui possèdent encore de ces véritables bastions ou donjons qui protègent notamment l'accès à des puits. D'autres exemples sont connus en Espagne. Le rôle des architectures en bois est, de par sa disparition totale dans nos contextes granitiques, trop souvent négligé. Il est important d'imaginer que le volume de bois impliqué pour créer des planchers, des palissades, des fermetures amovibles, des espaces de circulation, des courtines, était probablement plus important que le volume de pierre, pourtant lui-même extrêmement imposant, ou du moins il était très important. Le plan du Castello di Coscia, notamment à Sartène, montre par exemple une organisation en 3 anneaux de fortification avec une entrée aménagée dans une faille granitique, surélevée et avec un accès en chicane. Tout un dispositif de courtines et de chemins de ronde avec des passages étranglés et probablement des portes permet une circulation dans le site jusqu'à son sommet. Véritable bastion doté d'une tour en matériaux mixtes effondrés. Nous sommes donc en présence de véritables forteresses. Mais à quoi pouvaient-elles bien servir ? C'est toute la question. Les problématiques actuelles visent diverses pistes. Sont-ils des espaces refuges pour les groupes humains vivant à proximité, comme certains sites peuvent le laisser penser? Sont-ils dédiés à la protection de l'habitat en lui-même ou à une partie de l'habitat? Que servent-ils donc à protéger? Les données récentes apportent de premiers éléments de réponse. Par exemple, au Castello di Coscia, la partie la plus protégée du site, au cœur de 3 anneaux de fortification, accessible uniquement par une toute petite faille entre 2 rochers, a livré les indices du stockage de matières premières, probablement alimentaires pour le stockage de ces matières, et la présence d'activités métallurgiques.
Le site d'Icastedi et probablement bien d'autres permettent de protéger le même type de denrées et de matières. D'autres questions peuvent se poser dans le cas de sites très étendus, également de la protection éventuelle du cheptel, comme cela est soupçonné à Icastedi et Castedicoscia. Malheureusement, cet aspect-là est très difficile à évaluer du point de vue scientifique, notamment dans les granites, mais c'est une question qui se pose. Il ressort de ces questions et de ces premiers éléments de réponse que ce sont des denrées, donc des matières et des activités à forte valeur ajoutée pour la survie du groupe humain, qui sont protégés au cœur de ces sites. Certaines de ces sites ceinturent plusieurs habitations également et des aménagements domestiques. Ce sont aussi des espaces de vie et d'habitat structurés. Mais alors, pourquoi les protéger, ces denrées et ces matières? De qui? Il est indéniable que le contexte méditerranéen en général montre que c'est au cours de l'âge du bronze que naissent et grandissent peu à peu de nombreux conflits, des instabilités, voire même des guerres qui se généralisent à l'ensemble de cet espace maritime et littoral. S'agit-il d'une menace extérieure? C'est ce que proposait la théorie de Roger Grosjean, aujourd'hui délaissée, car aucun indice matériel ne permet en réalité de la valider. Pourtant, les indices iconographiques identifiés et utilisés par ce chercheur, considéré comme le père de l'archéologie protohistorique de la Corse, sont toujours valables et cohérents avec l'hypothèse d'un lien des groupes humains corses avec les peuples de la mer, et tout particulièrement avec la composante des Chardanes. Mais ces indices et les hypothèses actuellement proposées permettent plutôt de mettre en corrélation ces liens méditerranéens avec le moment de l'effondrement à grande échelle qui est détecté à cette grande échelle. Ces signes donc, sont des indices directs montrant que la question des armes et du conflit, transitée par l'image du guerrier, faisait partie de la vie des sociétés, mais s'expriment donc à un moment plutôt tardif, qui pourrait donc correspondre à un changement d'organisation des groupes humains dans les territoires, à la charnière entre la phase de décadence du phénomène et une phase de profonde transformation du premier âge du fer, qui signe le passage à un nouveau palier économique, technologique et culturel. C'est un tout autre paradigme. L'image du guerrier ne naît pas à ce moment-là, de toute évidence, elle préexiste, mais c'est à la suite de grandes batailles que ces signes deviennent de véritables symboles. En Corse, ces symboles sont rares, mais ils existent. Les statues menhirs du bronze final, qui représentent des épées, des poignards, de probables cuirasses, en sont l'unique expression, peut-on dire. Les objets de la culture matérielle existent également, eux aussi, bien que très rares. Pour le bronze, on peut citer un moule de poignard, un poignard, des haches en bronze, on a des brassards d'archers, une épée probablement. Pour le fer, on connaît un fragment de lame à double tranchant, par exemple un talon de lance, voilà, on a quelques éléments. Tous ne participent pas cependant forcément à la notion de conflit ou de guerre, mais également peuvent participer aux activités de chasse et aux activités artisanales. Ce sont donc surtout les symboles qui parlent le mieux pour cette question des conflits. Les problématiques actuelles se tournent donc naturellement vers la détermination des facteurs à l'origine du phénomène de fortification. Alors que de nombreuses cités côtières se tournent toujours plus vers le domaine maritime et y développent des vastes réseaux d'échanges, une circulation de denrées, de matières premières pouvant être convoitées, pourrait expliquer ce besoin de protéger l'ensemble du réseau, de ces réseaux d'échanges. La piraterie maritime est un fait, elle est bien connue, il y a des textes. La piraterie terrestre, quant à elle, doit également être prise en considération. Il est donc nécessaire de se questionner sur les différents facteurs potentiels de cette genèse des sites fortifiés, de l'effondrement du phénomène. Insécurité, conflits, guerres, catastrophes climatiques et environnementales pourraient avoir à la fois participé à la genèse et à l'effondrement du phénomène. Nos connaissances actuelles sur les événements climatiques et environnementaux et des données qui seront bientôt disponibles, de nouvelles données, permettent de plus en plus de percevoir de possibles liens avec d'importants changements pour les sociétés. C'est ce qui pose ici aussi la question difficile à aborder dans ces contextes de famine ou d'épidémie. On voit très bien, comme ailleurs dans la Méditerranée, que les données climatiques montre une déforestation très forte à partir de la néolithisation de l'île et qu'il y a un palier avant l'âge du bronze ou juste avant, à la fin du néolithique et au début du bronze ancien,
où on voit que le territoire, l'environnement a une reprise, une repousse, ce qui montre qu'il y a d'autres préoccupations, que peut-être les cultures changent d'endroit. Voilà. Mais donc on commence à voir des choses qui pourraient être liées à l'impact de l'homme directement sur son environnement. Mais ce sont des données qui restent encore à publier. Une autre problématique est relative à l'évolution, au développement différencié des groupes humains sur l'île. Le mégalithisme des pierres dressées, plus particulièrement les statues minières armées et les menhirs stèles armés, montre une répartition presque fidèle au découpage administratif actuel. Et cela interroge, avec un unique exemple armé connu en Haute-Corse. Le phénomène n'existe pas en Sardaigne, ce qui témoigne peut-être d'une spécificité du sud de la Corse. Au cours du bronze final, les statues menhirs sardes sont bien antérieures. Cette répartition entre en résonance avec la densité plus faible des sites fortifiés en Haute-Corse et l'absence sur ces sites de tors et de plans complexes de fortification. Ces éléments permettent de se questionner quant aux raisons de ces différences. Et c'est là qu'on va parler de l'importance peut-être du minerai de cuivre et de l'étain subsidiairement. La présence de minerais de cuivre en Haute-Corse, c'est un élément indispensable pour la métallurgie du bronze, qui circule alors beaucoup en Méditerranée. Pourrait-elle en avoir fait donc d'une région moins tributaire que le sud des réseaux d'échange? Ce sont des questions qu'il faut se poser dans le cadre des perspectives de la recherche. La richesse limitée donc en cuivre, elle n'est pas énorme non plus, cette richesse de la Haute-Corse n'en a probablement pas non plus fait une cible commerciale particulière. La Sardaigne et l'Espagne étant bien plus riches en minerais de cuivre, d'argent et d'étain que la Corse. C'est d'ailleurs donc cette dernière, à la Sardaigne, qui présente la densité la plus importante de sites fortifiés en Méditerranée, ou du moins en Méditerranée occidentale, et dont le rôle dans ces réseaux d'échange est bien connu, tout comme celui de l'Espagne. L'économie locale pouvait-elle donc se contenter de ce que les néolithiques n'avaient pas encore exploité? La Haute-Corse était-elle donc moins impliquée dans les réseaux commerciaux? Ce sont des questions que l'on se pose. Les conflits l'ont-elle partiellement épargnée? Cela pourrait-il expliquer une fortification moins imposante? Le sud de l'île était-il bien plus dépendant de cette ressource extra-insulaire, puisqu'il n'y a aucun cuivre dans le sud de l'île? Un lien pourrait donc exister avec un phénomène de fortification plus dense et plus complexe, notamment avec les tors. Et le lien entre les tors et les nouragues, depuis longtemps identifié, est-il symptomatique d'une région méridionale dépendante de la Sardaigne pour les ressources minérales, comme ce fut auparavant le cas à divers moments du néolithique pour les matières premières siliceuses, obsidiennes et silex notamment? On note par ailleurs que cette question du minerai de cuivre peut également être à l'origine de véritables fortifications ou liée à une phase de fortification dès l'équivalent du néolithique final en Sardaigne, avec la culture de Monteclaro, et ici l'exemple du Monte Barante à Olmedo. Ce pourrait être donc le signe d'un phénomène commun aux cultures de Monteclaro et de Filigosa Bealzo en Sardaigne, qui va se développer au cours de l'âge du bronze avant d'impacter le sud de la Corse. Autant de questions, parmi tant d'autres, que la recherche actuelle et future doit prendre en considération pour tenter d'expliquer ces différences à l'échelle insulaire, tout en embrassant les événements dans une chronologie et une géographie plus large. On notera tout de même que la découverte des systèmes palissadés à Istantari di Eufrate Azor, à Sartène, permet peut-être de repenser cette rareté du phénomène dans le nord, en termes d'état des connaissances également, où on a peut-être seulement des sites palissadés ou fossoyés qui sont moins connus et moins facilement détectables. Donc, dès le bronze final, on constate un essor de l'habitat ouvert et l'absence quasi totale d'occupation des sites fortifiés. Seuls les exemples d'Icastedi et d'Aradj documentent plus qu'une fréquentation sporadique des sites. Le site d'Icastedi est occupé au bronze moyen, voire à la fin du néolithique, et réoccupé au cours de l'âge du fer. Il présente des éléments similaires à ceux qui lui ont précédé au cours de l'âge du bronze, avec une entrée aménagée dans une faille rocheuse. Il est notamment composé d'un système de palissades qui serpente en obligeant le visiteur à exposer son côté gauche, considéré le plus vulnérable. L'entrée en elle-même constitue un petit sas permettant de contrôler le passage. Si le rôle défensif d'Icastedi est indéniable, avec ses falaises situées au nord, les structures terrasses-entrées sont-elles liées à de la fortification stricto sensu ou relèvent-elles de l'aménagement fonctionnel adapté aux éperons qui sont par nature escarpés et difficilement aménageables? À Icastedi, on est en présence clairement d'un habitat perché avec des terrasses anthropiques
chacune dédiée à y installer une habitation. On sent un espace de vie assez ouvert, fonctionnel, tourné, comme la plupart de ces sites-là, vers l'observation du territoire et son contrôle. Les problématiques liées à l'acquisition de matières premières de nourriture pour valoriser le prestige de la communauté est également très fort. Ce site est donc un contre-exemple d'une perduration, avec une perduration d'occupation du même éperon, du bronze moyen au deuxième âge du fer, avec plusieurs datations relatives au premier âge du fer et dans des structures qui sont également perturbées, réutilisées au deuxième âge du fer. Donc ça reste quand même un exemple assez rare de ces fréquentations, réutilisations. Donc pour terminer, l'ensemble des connaissances acquises, les questionnements et les problématiques actuelles permettent aujourd'hui de réfléchir aux perspectives de la recherche sur les fortifications protohistoriques. Un projet collectif de recherche pourrait donc voir le jour dans les années à venir afin de travailler sur un historique plus détaillé des recherches et approfondir les connaissances sur les corpus de sites, de proposer des travaux sur les résultats déjà acquis afin de produire une synthèse. Recouper l'ensemble des connaissances permettrait d'orienter la recherche future vers de nouvelles perspectives en ciblant ces questions émergentes et en se concentrant sur toutes ces nouvelles questions, sur ces nouvelles problématiques, notamment celle de la métallurgie qui probablement est très sous-estimée pour l'instant dans le cadre de ces phénomènes. Je vous remercie, nous vous remercions plutôt pour votre attention. Merci Florian pour cette communication très riche et éclairante et pour le timing. Oui. Ben, nous avons un temps d'échange, donc je voudrais juste prendre une petite seconde. On a vu le site du Monte Orto à Lumio. Je vais avoir une petite pensée émue pour un archéologue d'une profonde gentillesse et d'une très grande intégrité scientifique qui nous a quittés à la fin du mois d'avril, au lendemain de ses 100 ans, le lieutenant-colonel Pierre Neuville. Voilà. Je suis un peu émotive. Donc, je vais laisser le temps à l'échange. Si des personnes ont des questions. Florian. Ah. Monsieur Sévienne. Est-ce qu'on peut estimer que la couverture de prospection en état actuel fait le tour de la question, ou bien est-ce qu'il y a encore des torts à découvrir? Je pense à notre ami Paul et Gérard qui sort des choses des fois qui... voilà. Est-ce qu'on a fait le tour du problème? Alors, je pense qu'on n'a jamais fait complètement le tour du problème. Effectivement, Paul nous montre bien, et Kevin également, qu'il y a encore des choses à voir. Je pense que le plus gros du travail restant à abattre, et ce que Kevin fait depuis des années déjà, avec Paul également, c'est mieux caractériser les sites, en fait. On en connaît beaucoup, on en sait très peu sur certains, et pas assez sur la plupart. Connaître un peu mieux leurs architectures, ils sont souvent pris dans la végétation. C'est pas impossible qu'on en trouve encore de nombreux autres. On commence, je pense, à avoir fait quand même un peu le tour, mais tout connaître, c'est fondamentalement impossible. Mais je pense que c'est surtout ça, c'est une connaissance approfondie de leur chronologie, de leur structuration, pour pouvoir s'asseoir sur un corpus qui parlera encore mieux, quoi. Mais depuis, on va dire, une dizaine d'années, il y a des progrès qui sont fabuleux, quoi. On commence vraiment à avoir une vision très intéressante. Ouais, quand tu as évoqué la question de se défendre contre qui et pourquoi, il y a une piste qui n'a pas forcément été évoquée, même dans la littérature, c'est celle de la possibilité de raids, même de rapts, menés sur le sud de la Corse à partir du nord de la Sardaigne. C'est quelque chose qu'on voit en Méditerranée orientale, c'est très très fréquent. Hein. Les Mycéniens, ils vont aller piller la côte ionienne, les peuples de la mer vont aller radier la côte du Levant ou le delta du Nil. Donc on ne peut pas totalement l'écarter aussi pour la Méditerranée occidentale. Donc voilà, surtout qu'on sait que quand même la marine
nouragique se développe fortement à partir du bronze récent. On le sait grâce au bronze Tonavicelle. Voilà, juste pour avoir ton avis sur cette hypothèse. Vraiment, j'y crois pas, mais c'est quand même une possibilité. Depuis la Sardaigne, je trouve ça curieux, mais après, il faut, puisque, enfin, je vois pas ce qui venait. C'était les plus gros producteurs. Ils venaient peut-être chercher du bois à la limite, et comment dire, hein? Oui, non, ça, voilà, du bois, on va dire. Non, enfin, voilà, je pense que la Sardaigne était plus sujette à être attaquée ou avec ses liens commerciaux avec le reste de la Méditerranée. Et après, moi, ce que j'ai lu, même récemment, que j'ai pas pu intégrer là, parce que la recherche continue, on n'a pas toujours autant de lire, c'est aussi que les îles de tout temps, déjà dès la fin de l'âge du bronze, voire le bronze moyen, et pendant la période antique, les îles méditerranéennes assez proches du continent sont des relais pour justement cette navigation qui se développe et sont forcément un atout majeur des réseaux d'échange. Donc ces raids viennent peut-être de partout, on va dire, et viennent peut-être chercher justement ces denrées qui circulent et qui font halte à droite à gauche dans les ports qu'on ne connaît pas malheureusement, mais dans les ports proto-historiques. En Sardaigne, on a un peu plus d'éléments, mais effectivement, oui, c'est fortement probable. Depuis la Sardaigne, je ne suis pas convaincu, mais après, pourquoi pas, hein. Il y a peut-être un moment où tout part un peu en sucette, si j'ose dire, et donc du coup, la piraterie devient plus locale aussi. Mais bon, c'est une possibilité à ne pas écarter. Pour moi, c'est plus les questions d'environnement qui vont avoir un impact sur un phénomène qui est déjà décadent et les questions climatiques. Hein. L'homme a détruit son environnement et l'environnement se venge. L'évolution climatique naturelle également joue fortement. Mais... Oui, une question encore. Moi, j'ai plutôt envie, en termes d'orientation des recherches à venir, à ce que ce qui a été en pointe, donc les fortifications, les torts, soit complété maintenant par le reste, hein, les productions, l'habitat, le funéraire, que le cortège soit complet. C'est une société complète. Et après les glorieux pionniers, bien sûr, il faut maintenant, me semble-t-il, aller vers une représentation la plus complète possible de cette société-là. Tout à fait, il faut avoir tout l'ensemble pour mieux comprendre. Et comme on l'a découvert, on l'a compris il y a quelques années avec la fouille d'Istantaril ou Frateazor à Sartène, il y a aussi des sites de plaine, on en a un peu dans la vallée de Conca aussi, des indices, mais ils ne sont pas assez bien caractérisés dans certains cas, ils sont rarement découverts parce qu'ils sont peu visibles. Et ensuite, pour l'aspect funéraire, le problème est que les tombes sont difficiles à trouver et même quand on trouve quelque chose qui pourrait être une tombe, on n'a pas d'os et pas forcément de mobilier ou beaucoup de mobilier funéraire, c'est très rare. Donc on n'a pas assez d'éléments, mais effectivement il faudrait aller les chercher. On sait où il y a des nécropoles, mais généralement plus tardives ou de probables nécropoles, mais c'est plus tardif et on perd tout un aspect qui est aussi celui de l'anthropologie qui serait très utile pour voir s'il y a des problèmes de famine, d'épidémie, mais on n'a pas les ossements dans la plupart du temps dans ces granites. Mais ce que quelques tombes montrent, c'est qu'il y a, notamment le coffre funéraire de Palalj, où montre qu'il y a un phénomène aussi d'élite. Hein, et on suppose que ce sont les élites guerrières. Mais il faut voir tout l'ensemble, bien sûr. Tu as évoqué le bois comme possibilité pour le Nord. Il y a un phénomène à l'âge du bronze que l'on retrouve dans le nord de l'Italie, en Suisse, etc., qui est le phénomène palaffiticole des palaffites. Et c'est vrai, c'est-à-dire des structures sur pilotis aux abords d'étendues d'eau, d'étangs, voilà. Et c'est quelque chose qu'en Corse, on n'a pas envisagé, ou que l'on a, en tout cas que l'on n'a pas, comment dire, on s'est focalisé sur les structures visibles, parce qu'elles sont là, et c'est beaucoup plus difficile d'envisager les structures au bord des zones humides, et d'autant que les zones humides de l'époque ne sont pas forcément les zones humides d'aujourd'hui. Voilà. Et donc là, il y a peut-être une piste
à envisager, quoi. Tout à fait. Il y a forcément des choses qu'on ne connaît pas. C'est comme aussi les ports maritimes qu'on ne connaît pas. Mais effectivement, la progradation du littoral et la dégradation aussi des sommets avec une forte érosion ont dû recouvrir tout ça de manière assez importante. Et c'est pour ça qu'on ne les détecte pas. Mais il faut effectivement s'y intéresser et essayer d'aller les chercher. Mais là, c'est encore un autre programme de recherche. Mais il pourrait y avoir des choses, effectivement, qui restent à découvrir dans ces zones humides, mais elles ont beaucoup changé depuis. C'est le problème. Donc, merci. On va poursuivre avec Hélène Paolini-Saez, donc, directrice du laboratoire régional d'archéologie, qui va nous présenter donc, les résultats d'une fouille, d'un site archéologique qui est actuellement en cours d'étude depuis une dizaine d'années. Donc un site perché, donc du néolithique au second âge du fer. Je dois souligner donc que ces opérations d'archéologie programmée donc peuvent se réaliser en toute sérénité grâce au soutien du service régional d'archéologie de la DRAC de Corse. Donc je salue la présence, le retour de Laurent Sévaigne et le soutien du service des aides au patrimoine et au musée, donc et archéologie de la collectivité de Corse. Hélène, c'est à toi pour 20 minutes. Merci Marie-Laurence. Effectivement, c'est important de le souligner. Et dans le cadre de cette opération archéologique programmée, également le soutien de la communauté de communes du Celavou-Prunelli et aussi une collaboration avec le groupe EVA. Donc merci Florian pour cette présentation générale. Donc moi je vais faire un focus sur le site d'Icasté dont Florian vous a un petit peu parlé durant sa présentation. Alors le site d'Icasté, c'est un site qui se trouve au sein de la vallée de la Gravonne, qui est une vallée très encaissée, qui se déploie depuis le golfe d'Ajaccio à l'ouest jusqu'au col de Vitsavone à l'est. C'est un axe très structurant qui permet de relier donc la Corse du Sud à la Haute-Corse. Et c'est une vallée très encaissée, comme on peut le voir sur cette image, qui est encadrée par 2 chaînes montagneuses, dont les sommets oscillent entre 1000 et 2000 mètres d'altitude. Donc une position de moyenne montagne qui est assez intéressante d'un premier point de vue. Alors, ce qui va un peu guider ma présentation, c'est est-ce que le site d'Icasté est un site fortifié et qu'est-ce qu'on entend par un site fortifié? Alors, le site d'Icasté, c'est un site perché de hauteur, situé à 423 mètres d'altitude. Alors, c'est pas très haut, effectivement, 400 mètres d'altitude. C'est un site qui fait environ 1 hectare de superficie. Mais l'intérêt de ce site, c'est qu'en fait, on peut le voir, parce qu'il est suffisamment en hauteur, mais pas non plus perdu dans le paysage. Et il permet également de voir. Voir et être vu, c'est important sur ce contexte géographique. Et on a donc un point de vue qui est dominant sur l'ensemble des chaînes montagneuses. Donc c'est un choix d'implantation qui est tout à fait privilégié, avec un aspect naturellement défensif, avec des dispositions donc naturelles de protection. Et on peut voir sur ces quelques images des escarpements, des pentes, des falaises, notamment sur les flancs nord et nord-est, qui en font cette position de perchement. Alors, quelques définitions, ça m'a semblé important de définir un petit peu tous les termes qui gravitent autour de ces sites fortifiés. Alors, je me suis basée sur 2 éléments, le thésaurus de l'architecture du ministère de la Culture, qui est un bon élément, mais qui est un petit peu délicat quelquefois à utiliser pour nous, préhistoriens et proto-historiens, parce qu'en fait, c'est effectivement des termes qui sont plutôt, on va dire, plus axés sur des contextes médiévaux, d'époque moderne, contemporaine. Mais malgré tout, on a quand même une base de définition. Et puis, je me suis également servi donc, du dictionnaire de préhistoire d'André Leroy-Gourand, parce que ça reste quand même une référence. Alors, il y a un terme qu'on retrouve souvent dans la littérature, c'est le terme d'éperon barré. On en a parlé tout à l'heure. Alors, un éperon barré, qu'est-ce que c'est? C'est un promontoire rocheux dont l'isthme a été coupé par un retranchement. Donc, on a vu effectivement que sur les photographies qu'on vient de voir, qu'effectivement, on est bien en présence d'un éperon barré sur le site d'Icasté. Qu'est-ce qu'un retranchement? C'est un obstacle employé à la défense. Ça peut être une enceinte, un fossé.
Et qu'est-ce qu'une enceinte ? Une enceinte, c'est une clôture continue enveloppant une place forte. Donc j'ai mis entre guillemets parce que c'est tiré du thésaurus de l'architecture, ou une partie de place forte. Et les remparts forment l'enceinte. Donc effectivement, on va le voir, une enceinte, on en a, même plusieurs. Donc on a bien un retranchement. Par contre, fossé, on n'a pas de fossé pour l'instant identifié sur le site d'Icastede. Un fossé, c'est un obstacle constitué par une tranchée. Donc on n'a pas de fossé. Et est-ce qu'on peut parler d'oppidum ? Alors un oppidum, dans le sens des civilisations des oppidas, en fait, on n'est pas dans ce cas de figure-là, puisqu'en fait, un oppidum, c'est un site urbain, effectivement en hauteur, fortifié, mais formé de rues, de quartiers, et ainsi de suite, et qui dépasse les 20 hectares. Donc en fait, on n'est pas dans cette configuration-là. Donc voilà quelques images axonométriques du site d'Icastede, où on voit effectivement très bien ce perchement et les différentes enceintes qui viennent donc clôturer et accentuer cet aspect naturellement défensif. Donc ces enceintes... Voilà, je passe vite. Donc voilà une vue sommitale avec les différentes enceintes qui se succèdent au sein de ces escarpements. Vous voyez une coupe qui nous montre le perchement du site et donc l'ensemble de ces remparts qui se succèdent pour accéder jusqu'à la partie sommitale où se trouve l'habitat. Alors, voilà un petit peu comment se présente le site, quelques-unes des enceintes, quelques vues de ces enceintes qui sont constituées de blocs qu'on appelle cyclopéens, à savoir des blocs qui font plus d'1 mètre de côté, qui sont plus ou moins jointifs. Donc, bien évidemment, ils ne sont pas forcément toujours en très bon état de conservation avec des éboulements, mais disons que ce sont des murs qui sont constitués de 1 à 2 assises qui permettent de ceinturer l'ensemble de l'éperon. Donc on est à un site perché, on est d'accord, on a un éperon barré, entendu, une enceinte continue. Est-ce suffisant pour parler de site fortifié ? Alors, lorsqu'on parle de fortification, on a plusieurs choses qui nous viennent à l'esprit, notamment la protection des biens et des personnes. C'est un élément qui semble évident, notamment, j'ai envie de dire, dès le néolithique, puisqu'à partir du néolithique, l'homme va produire des biens, de l'artisanat, mais également des biens de consommation quotidienne. Donc en fait, il faut se protéger, il faut apporter une protection à ces biens que l'on va produire. Mais lorsqu'on parle de fortification, nous vient également à l'esprit ce phénomène guerrier, ce phénomène de violence, qui a le mérite, je pense, d'être posé, puisque c'est quand même quelque chose dans l'inconscient qui effleure l'esprit. Alors, est-ce que ces constructions ont véritablement un rôle dissuasif compte tenu de ces aménagements artificiels et des différents points d'interruption qu'il peut y avoir, notamment pour l'ascension jusqu'au sommet de l'habitat ? Est-ce qu'on n'est pas davantage, ou est-ce qu'on n'est pas aussi dans un modèle ostentatoire avec une forte valeur symbolique qui marquerait en fait la puissance, la suprématie d'un chef et donc d'une communauté pour contrôler un espace naturel, donc un territoire anthropique, ce qui nous implique en fait à avoir une réflexion un petit peu plus complexe que de dire une fortification est forcément à renvoyer à un phénomène guerrier. Pour aller dans ce sens, le site d'Icastede a la particularité notamment d'être à une centaine de mètres d'un col, le col de Taliavar, où se trouve une statue menhir. Cette statue menhir, là, vous avez deux vues anciennes au moment de la découverte et des fouilles de ce monument. Qui dit col, dit obligatoirement une voie de communication, une voie de passage, et observation, contrôle. Et c'est vraiment un lien fort qu'il faut mettre entre l'habitat perché, cette voie de communication et la présence de cette statue menhir qui marque véritablement la communauté. Et donc on peut aussi parler de verrou dans ce territoire avec ce contrôle de cette voie de passage. Alors si on regarde un petit peu l'occupation de ce site, on voit qu'il y a une très forte occupation. Il y a une trentaine de datations radiocarbone qui ont été réalisées sur ce site, qui nous montrent qu'on a une occupation continue de la fin du bronze ancien, bronze moyen, puis au bronze récent, bronze final, premier âge du fer, deuxième âge du fer.
Et on a la preuve aujourd'hui aussi qu'on a une occupation néolithique qu'on a mise au jour l'été dernier. On n'a pas de datation encore, mais j'espère qu'on en aura. En tout cas, une occupation d'élénéolithique récent, finale, donc autour des 4e, 3e millénaires. Donc en fait, on a un véritable héritage de cette occupation de site, un héritage social, économique, territorial, qui ont monopolisé plusieurs générations. Et j'ai envie de dire, c'est un petit peu le site d'Icastell, c'est un petit peu the place to be de la ville de la Gravonne, puisqu'en fait, on veut y être, quoi. On veut y être. C'est un site qui est un site clé, un site majeur, un site qu'il faut avoir. Et donc, si on regarde un petit peu ce qu'on a dans le sous-sol, parce qu'on a la chance, voilà, on a les sites qu'on connaît de surface, il y a les sites qu'on peut fouiller. Donc, le fait de fouiller depuis une dizaine d'années sur ce site nous renvoie quand même à beaucoup d'informations. Et je vais être très brève sur ces informations-là, parce qu'en fait, sinon ça prendrait beaucoup trop de temps. Mais en fait, on se rend compte qu'on a un mobilier qui renvoie à une population élitaire, aisée, riche, parce qu'en fait, on a plusieurs éléments d'importation qui arrivent sur le site, notamment des amphores vinaires. Donc, qui dit amphores vinaires, donc bien évidemment, implique l'apport de vin, donc consommation de vin. On a de la parure en verre qui vient du Proche-Orient. On a plusieurs mobiliers en alliage cuivreux, en fer. Donc, tout ça implique de l'apport de minerais, on en parlait tout à l'heure, mais également de l'artisanat local, puisqu'en fait ces matières premières ont été transformées sur place. On en a donc des témoins, on a plusieurs habitations, un artisanat lié à la poterie, et puis des activités agro-pastorales avec une forte production de céréales, de légumineuses. Donc on est véritablement dans un centre économique, un centre d'activité, et on est loin des préoccupations, je dirais, strictement militaires. On est vraiment dans un habitat avec une véritable activité économique. Donc, qui dit activité de production, de transformation, eh bien, nécessite le contrôle d'entrée pour le ravitaillement, que ce soit des personnes ou des marchandises, mais également l'entrée, la sortie de produits, puisqu'en fait, qui dit production peut dire également échange. On n'oublie pas qu'on a le col qui est juste en contrebas, avec donc cette statue menhir qui marque également l'emprise territoriale. Et tout cela implique qu'il y ait un aménagement spécifique, et notamment des développements de portes et d'accès. Alors, depuis 2022, on a mis en évidence dans un nouveau secteur de l'Éperon un aménagement qui est caractérisé. Est-ce que je peux utiliser la petite flèche ? Non. Donc, qui est caractérisé par le mur d'enceinte que vous voyez dans la partie basse, un nivellement très fort, puisqu'en fait, vous voyez les coupes stratigraphiques, on est vraiment dans une topographie qui est très accusée. On n'a pas un petit bip ? Et un mur qui vient fermer donc un passage et un pavement. Alors, on va comme ça. Voilà, donc en fait, on a cette zone de l'Éperon est marquée ce secteur est marqué par 4 zones. Une zone extérieure qui est la zone 1 et la zone intérieure qui est la zone 4. On se rend compte qu'on a en fait un cheminement qui vient entre la zone 1 et qui longe la zone 1 et qui est dans la zone 2 avec ce petit pointillé où on a retrouvé plusieurs calages de poteaux dans ce rempart qui donc marque en fait la présence d'une palissade et qui contraint en fait le passage entre cette palissade donc en bois et ce mur qui délimite la zone 2 et la zone 3. On a un passage qui est contraint sous la forme d'une chicane en fait sur la gauche où on va emprunter un pavement que vous voyez, donc les photos que vous voyez là, et qui va déboucher sur une entrée. Donc voilà ici la vue de ce pavement assez monumental, très soigné, avec plusieurs gros galets, gros blocs qui sont jointifs, alignés, organisés, et qui débouchent sur donc la porte, un effet de porte matérialisé par ces 2 gros massifs de roches. Donc voici une proposition de reconstitution qui va certainement évoluer dans les années à venir également, je pense. Donc on a, vous voyez, donc cet effet de cheminement, de palissade, avec les éléments avérés qui sont en marron et les éléments plus hypothétiques en bleu, avec ce pavement qui conduit jusqu'à cette porte qui fait 1,20 m de large et qui constitue en fait malgré tout un point faible, puisque c'est quand même une entrée, et juste à proximité des zones rocheuses qui permettent aussi d'assurer une surveillance naturelle.
Donc l'entrée, elle est très importante puisqu'en fait, elle symbolise plusieurs choses. Elle symbolise la force de la communauté, la mobilisation des forces du groupe humain pour mettre en place, organiser donc cette entrée, mais également, bien évidemment, la puissance du chef et le reflet de son pouvoir. En regardant un petit peu dans la littérature ce qu'on trouve comme type de construction de rempart, on a remarqué que le schéma numéro 6 pourrait correspondre à ce que nous avons, à ce système de rempart que nous avons repéré avec ce système de palissade, avec des poteaux à la verticale intégrés dans le mur d'enceinte. Et là, dans cet exemple-là, des poteaux à l'horizontale qui viendraient faire blocage. Si on se reporte aux travaux de Sylvain Mazet, qui a soutenu sa thèse en 2006 sur les enceintes pré- et proto-historiques, eh bien, on a un travail qui est très intéressant qui a été mené par Sylvain, notamment sur les entrées. Et on a une typologie qui a été mise en évidence. Et on se rend compte que, comme pour ICASTE, le système en chicane et en recouvrement que nous avons donc ici donc sur le côté droit est vraiment l'élément le plus flagrant, avec près de 30%. Et donc on se rend compte qu'à ICASTE, grâce aux investigations qui ont été faites dans le sous-sol, eh bien, on a ce système donc d'entrée en chicane qui est véritablement bien matérialisé et qui reprend les observations qui ont été faites en surface. Et je voudrais donc, j'ai pris une petite citation de Sylvain Mazet que j'aime beaucoup. Les aménagements se font préférentiellement par la construction dans des zones les moins accidentées. Effectivement, à ICASTE, cette entrée occidentale a été réalisée sur le flanc à la pente la plus douce, et donc ce qui permet en fait un accès et un aménagement. Sylvain rajoute, l'implantation de l'entrée n'est pas régie forcément par une volonté défensive. Dans un souci de commodité, on choisit le lieu le plus favorable pour accéder à un espace où l'on vit, on est d'accord, où l'on produit, on est d'accord, où l'on échange, bien évidemment, et où on se retranche occasionnellement. J'ai trouvé ça, je suis assez d'accord avec ce qu'il dit. Il y a plusieurs exemples, j'en ai pris juste deux. Celui du site du Ruzzumino sur la commune de Castineta dans le centre Corse, où on voit effectivement, vous voyez en haut à gauche, cet effet d'entrée en chicane, et le Castello de Contor également. Mais on est dans un système de Castel où donc on n'est pas tout à fait dans la même typologie de site, mais on a quand même cette entrée sous la forme de chicane. Quelques exemples, il y en a vraiment des centaines sur le continent. Quelques exemples pour vous dire que voilà, on est vraiment ce système d'entrée en chicane, il est assez récurrent. On peut également avoir des entrées ouvertes, comme on peut voir à l'extrémité droite de la diapositive. Mais dans les publications actuelles, eh bien en fait, ces notions de fonction de sites d'enceinte, de sites perchés, des sites de hauteur, eh bien on se rend compte qu'on évite la généralisation à mettre en lien avec cette notion de défense, de violence, de protection. On est plus enclin à parler de place centrale, favorisant les échanges, les transferts. Et les actes du colloque de la Prab à Jubronze, âge de guerre, qui constitue aujourd'hui, on peut le dire, une référence, aujourd'hui dans les publications autour de cette notion-là, on voit aussi que, bien évidemment, il y a de la violence à l'âge du bronze, c'est indéniable, mais sur la notion de ces sites de hauteur, on est également dans des notions de regroupement de communautés qui nous invitent en fait à avoir une réflexion autre qu'un aspect purement défensif. Un petit clin d'œil à ce qui se passe un petit peu plus loin en Méditerranée, notamment sur tous ces sites de hauteur que l'on retrouve, oui, j'ai fini. Donc, que ce soit dans le monde mycénien, donc la civilisation mycénienne a livré beaucoup de sites de hauteur fortifiés, aménagés. On pense à des sites emblématiques comme Troie, Mycène, Tyrinte ou Athènes. Et je voulais juste faire un petit clin d'œil à l'acropole d'Athènes. Alors, c'est Romuald de Casier qui m'en a parlé cet été lorsqu'il est venu jeter un petit coup d'œil sur le site. C'est qu'en fait, sur l'acropole d'Athènes, on a également ce phénomène
phénomène d'entrée en chicane. Alors bien évidemment, on n'est pas dans les mêmes proportions de sites, hein. On parle de l'acropole d'Athènes, avec des murailles qui font 3 à 4 mètres d'épaisseur. Donc, mais en fait, les préoccupations sont les mêmes. On choisit en fait la pente la plus douce et on va l'aménager pour en fait ralentir les entrées des populations, des marchands, des visiteurs et autres. Et donc ces entrées en chicane permettent d'avoir un cheminement enlacé jusqu'à l'entrée principale. Donc pour conclure, donc on a ces sites de hauteur, en fait, il y a beaucoup de choses qu'on peut lire dans la littérature sur le rôle de ces établissements, des établissements ruraux pour l'élevage, la culture, des refuges pour les périodes d'insécurité, des lieux de cantonnement et d'entraînement militaire, des résidences aristocratiques, une base d'occupation pour des envahisseurs étrangers éventuellement, des points clés pour la surveillance et le contrôle de circulation terrestre ou fluviale, centres d'activité artisanale, des lieux cultuels. En fait, on se rend compte que toutes ces hypothèses en fait, sont valables, ce qui montre le fait de ne pas généraliser et de montrer qu'en fait, ces aménagements-là, ils sont adaptables à plusieurs fonctions. Et pour finir, j'ai envie de dire, et pour Icasté, sommes-nous véritablement sur un site fortifié ou pas? Parce qu'il faut quand même que je réponde à ma question. Et j'ai envie de dire, si une fortification est un site aménagé, oui, Icasté est une fortification. Si une fortification participe à l'activité économique, oui, Icasté est une fortification. Si une fortification reflète le pouvoir d'un chef et de sa communauté, oui, Icasté est une fortification. Par contre, si une fortification est un site militaire, j'ai envie de dire non, Icasté n'est pas une fortification. Si une fortification rassemble une garnison de guerriers, non, ce n'est pas une fortification. Si une fortification renvoie à un rôle exclusivement défensif, non, Icasté n'est pas une fortification. Voilà un petit peu l'approche que je voulais vous offrir. Voilà une vue d'Icasté, dit en cours de fouille. C'est un petit peu le bazar, mais c'est normal, c'est un site archéologique, pour vous montrer un petit peu la vue plongeante vers le nord sur l'aspect défensif du site. Merci beaucoup. Merci Hélène pour cette description de l'organisation d'un tel site, donc assez complexe, hein, on imagine. Si quelqu'un a une question, tu parlais du bazar et il y a un essai de reconstitution. Et également au début, tu évoquais l'état du site. Est-ce qu'au bout de 10 ans, il y a une réflexion concernant, et ça rejoint donc les 2 prochaines journées qui vont également traiter de la conservation et de la valorisation. Est-ce que pour un tel site, est-ce qu'il y a une réflexion qui est menée pour sa conservation, sa valorisation? Alors, la communauté de communes Chalavoux-Prunay y réfléchit. C'est un petit peu lent. C'est un petit peu lent. Ils sont propriétaires en partie. Ils sont propriétaires de la parcelle où il y a la statue menhir et notamment de l'entrée monumentale qui a été présentée. Ce que vous voyez là, par contre, ça c'est privé. Voilà, donc le site n'est pas entièrement public, donc ça pose un problème. Enfin, ça pourrait poser un problème ou pas, hein, d'ailleurs. Hein. Alors en termes de valorisation, il y a eu plusieurs pistes qui ont été proposées, notamment un aménagement du petit casé qui est en contrebas du site, qui aurait pu être aménagé pour en faire un petit centre d'interprétation, mais c'est vrai que c'est assez petit. Il y a toute la problématique autour de la statue menhir, qui souffre énormément là où elle se trouve. Donc actuellement, on pourra en parler peut-être avec Laurent Séveigne. On a voilà, il y a le dossier qui est en cours sur le nettoyage et la préservation de cette statue menhir. Par contre, oui, il y a une véritable réflexion, mais je pense que ça va prendre encore un petit peu de temps. Malgré le fait qu'il y ait des informations aujourd'hui, alors on peut très bien, je dirais, suivre la procédure classique des posters descriptifs et ainsi de suite qui peuvent être présentés dans un lieu à définir. Mais c'est vrai qu'il y a aussi des enjeux politiques et donc tout ça est en cours, vraiment en cours de réflexion. Merci. Alors j'avais juste une remarque plus une question. Alors
alors je surabonde totalement à ce que disait Sylvain et ce que tu dis sur les entrées. Moi, dans tous les sites que j'ai fouillés, l'entrée est effectivement sur le côté le plus accessible. Donc il y a à la fois un besoin de rendre difficile l'accès au site parce que c'est un site défensif, mais en même temps, il y a un besoin de favoriser l'accès. Donc l'aménagement de l'entrée résulte d'un débat entre ces deux notions. Enfin voilà, c'est super intéressant. À part ATAP, justement, qu'on va aller voir tout à l'heure, qui est vraiment un cas particulier, parce que pour le coup, l'entrée, elle n'est pas à l'endroit le plus accessible. Enfin bref. Et j'avais une question, c'est est-ce que tu penses qu'il serait possible, ou est-ce que tu envisages plutôt de fouiller le secteur du col où il y avait la statue menhir? Et je pose la question aussi par rapport à ce que j'ai pu voir à Philitos et que je vais présenter tout à l'heure. Il y a peut-être des interprétations nouvelles à proposer sur ce genre de monuments mégalithiques qui sont implantés près des entrées des sites. À court terme, non. Je me suis fait une promesse de pouvoir de nouveaux secteurs. Sinon, je repars pour 10 ans. Je ne sais pas si le SRA il sera d'accord. Mais oui, c'est vrai que la fouille de Roger Grosjean de 61, elle remonte un petit peu maintenant. Puis ça avait été une fouille sous la forme d'un camembert d'à peine quelques mètres carrés, où il y avait un vrai contexte. Hein. On avait un vrai contexte parce qu'on a du mobilier assez diachronique d'ailleurs. Hein, donc ça serait, oui, une possibilité. À voir avec le SRA. On va rentrer dans les négociations pour redemander 10 années de fouille à Icasté. Mais oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Ouais. Et puis concernant les entrées, en fait, nous, on pressentait qu'il y avait quelque chose sur ce secteur. On ne voyait pas grand-chose. Je ne savais pas quoi trouver. Je ne savais pas si on allait trouver une habitation, une zone artisanale. Je ne savais pas du tout. Et en fait, il s'avère qu'on a trouvé quelque chose qu'on ne s'attendait pas. Et cette notion d'aménagement, mais assez extrême, parce qu'avec ce pavement qui est vraiment très, très soigné, on a vraiment des informations nouvelles qui apparaissent. Et là, l'idée, c'est aussi de voir ce qui se passe dessous. Parce que là, cette entrée, elle est attribuée au deuxième âge du fer. Qu'est-ce qu'on a dessous? Est-ce qu'on a déjà une entrée de l'âge du bronze ou pas? Voilà, la question, elle est là aussi, quoi. Une dernière question? Oui, on en a parlé hier. Je me posais la question, ça rejoint un peu la question précédente que j'avais posée sur les palafites. Là, on n'est manifestement pas dans un site palafite, bien évidemment, mais moi j'ai constaté sur plusieurs sites, à Icasté, c'est marginal, mais des levées de terre, des structures qui apparemment pourraient être agricoles et historiques, plus récentes, mais on ne peut pas négliger la possibilité que ce soit des structures plus anciennes de fortification qui à ce moment-là étendraient le site et qui seraient des levées de terre soutenues par des structures en bois. Voilà, donc c'est pour compléter cette idée de fortification de sites comme Icasté et bien d'autres. Oui, on perçoit des choses. Après, voilà, il faut voir dans le sous-sol ce que ça donne, comment on peut l'avérer, quoi. Après, se pose aussi la datation de ces enceintes. Moi, telles que je les vois aujourd'hui, je les attribue à l'âge du bronze, dans sa globalité. Est-ce qu'au néolithique, on a déjà des premières enceintes? Enfin, moi, j'ai du mal à visualiser ce qui peut être du néolithique ou de l'âge du bronze. Hein. Honnêtement, je ne vois pas. En tout cas, moi, je ne sens pas, dans l'état actuel de conservation des remparts, je ne sens pas de réaménagement à l'âge du fer. Parce qu'en fait, par rapport à ce qu'on a vu sur d'autres sites, notamment Montidiator, où on a vraiment des aménagements spécifiques qu'on différencie bien entre l'âge du fer et l'âge du bronze, à Icasté, pour l'instant, moi, je ne le perçois pas. Voilà. Mais j'invite les garçons à venir voir parce qu'ils ont toujours une bonne détection pour dater les murs. Moi, j'avoue, j'ai un petit peu de mal, mais bien volontiers. Encore une question, Hélène. 2 questions à venir. Merci pour votre communication. J'ai une question un peu naïve dans le sens où je ne suis pas un spécialiste de cette période, mais je voulais rebondir sur les toutes dernières réflexions que vous avez faites en disant que ce n'était pas un site militaire en fait. Et ça me pose question parce que jusqu'à plus ou moins, on pourra en discuter, mais jusqu'à la ligne Maginot, il n'y a pas de, on a toujours besoin
des non-militaires pour défendre une place forte ou une... Et donc ma question c'est qu'est-ce qu'il aurait fallu pour que ce soit militaire? Vu qu'il y a toujours ce mélange du non-militaire et du militaire, il n'y a pas cette séparation pendant très longtemps dans les places fortes, enfin, ou l'équivalent des places fortes pour les périodes plus anciennes. Et donc qu'est-ce qu'il aurait fallu pour que ce soit militaire pour vous? J'ai envie de dire l'absence des éléments qu'on a trouvés. Aujourd'hui, on a beaucoup d'informations qui nous révèlent qu'il y a une activité économique très forte et des échanges très forts avec la Méditerranée, qu'elle soit Méditerranée orientale, en tout cas avec des marchands méditerranéens. Donc moi, cette notion d'échange, donc ça veut dire des contreparties, pour moi, ça évoque véritablement une vie de communauté et pas seulement une communauté qui est là que pour défendre. Pour avoir justement fouillé un autre site à 10 km à vol d'oiseau en aval de la même vallée, où là, je pense qu'on est sur un site militaire, parce qu'en fait, on n'a pas les caractéristiques d'une habitation, mais plus d'une construction qui est là pour véritablement défendre un lieu. On est vraiment dans deux types d'aménagements complètement différents. Là, on sent vraiment qu'on est... on est vraiment dans un habitat, dans un village en fait, un village perché avec toutes ces activités qui tournent autour. Alors, bien évidemment, cette notion de défense, elle est latente, parce qu'on est quand même sur un site perché, un site naturellement défensif, on veut quand même contrôler les choses, mais à mon sens, vu les activités et vu ce qu'on a retrouvé, on est plus dans une notion de contrôle, d'emprise territoriale, plutôt que dans un rôle purement défensif. Défensif au sens militaire du terme. Alors, une dernière question avant de marquer... Oui, alors moi c'est pas tant une question, c'est plus rebondir sur ce que disait Kevin avec la dualité de rendre accessible un site conçu pour être inaccessible. Il ne faut pas oublier que la mise en chicane est une manière de faire une sorte de visa d'entrée. C'est que généralement on présente son flanc gauche, côté cœur, mais côté opposé au port d'armes. Et typiquement donc sur les propylées de l'Acropole qui ont été complètement revus par Mnésiclès sous Périclès, on voit à Actuelle Pinacothèque qu'on avait une guérite qui permettait justement de contrôler l'identité de la personne voulant pénétrer sur le site, mais qui présente son flanc gauche, et donc finalement qui présente son côté le moins armé. Donc la réponse de l'accessibilité sous forme d'une espèce de présentation du visa trouve une réponse architecturale par la forme de chicane. Voilà. Oui, après, je pense que cette entrée qui est contrainte, c'est une entrée qui est là pour contrôler quand même qui c'est qui écran. Donc on veut ralentir, on veut... Et cette notion de ce que j'ai appelé un petit sas d'entrée, c'est-à-dire toute cette zone, le bout du pavement, juste avant de rentrer entre les deux rochers, pour moi, elle est là aussi pour contrôler ça. Donc, enfin oui, ça rejoint, tout ça, ça rejoint un petit peu toutes ces réflexions. On donne l'accès au site, mais on veut savoir qui c'est qui rentre, qui c'est qui... Et on veut contrôler les choses. Donc, oui, on expose son flanc le plus faible, mais justement, ça contribue à cette philosophie d'accès, en fait. C'est pas antinomique, quoi. Oui, mais en fait, c'est ce que... Alors, dans la reconstitution, on ne le voit pas très bien, mais en fait, il y a une grosse masse rocheuse. Donc, il y a l'entrée, avec ces petites barres là, parce qu'en fait on a retrouvé des entailles dans le rocher, et on a une grosse masse rocheuse, ce qui veut dire qu'on peut aussi avoir, ça peut faire office d'une espèce de tour naturelle, quoi. En tout cas, il peut y avoir une sorte de vigie sur cette masse rocheuse qui domine en fait l'entrée. Ça, c'est envisageable. Merci, vous pouvez poursuivre vos échanges lors de la petite pause.